Moi, c'est Alex. Moi, c'est Geneviève. Bienvenue aux Têtes Fromagées. Les Têtes Fromagées, c'est un podcast dans lequel on voulait partager avec vous la passion qu'on a pour le monde fantastique des fromages. On va parler de plein de choses sur le monde du fromage, de la fabrication au métier de fromager marchand. On va faire un survol des différents termes relatifs au monde du fromage comme le lait cru ou les fromages fermiers. Puis évidemment, on va parler de toute la vaste gamme de produits qui existent dans ce beau monde des fromages. Alors, on va en déguster tout plein, un par épisode. On va avoir bien du fun, puis on espère que vous allez trouver ça aussi délicieux que nous. Donc, cette semaine, on avait envie de vous faire découvrir ce qu'était le monde des fromagers marchands. C'est ce qui nous a fait, dans le fond, découvrir tout le monde des fromages. Bien, c'est ça, ce qu'on fait, en fait, c'est quoi? Bien, moi, aujourd'hui, ce que je fais encore, puis tout ce que tu as fait à une certaine époque, quand on s'est rencontrés, c'est quoi cette job-là? Les gens me posent souvent la question, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Puis là, c'est toujours bien compliqué d'expliquer exactement ce que je fais dans la vie. Ouais, parce qu'au Québec, on dirait qu'il n'y a pas vraiment de terme qui englobe mon métier. C'est pas un métier qui est très reconnu non plus ici. Non, alors qu'ailleurs, ça a vraiment du prestige. Oui, exactement, exactement. Donc, quand on dit fromager marchand, ce qu'on veut dire, c'est quelqu'un qui a une expertise dans le monde du fromage au niveau de la vente, du partage de connaissances, de la communication. Oui. En fait, c'est quelqu'un que vous voyez derrière un comptoir de fromage quand vous entrez dans une fromagerie et qui vous propose des choses. Mais la seule affaire, c'est que souvent, les gens, quand on leur dit « Ouais, je suis fromager marchand », ils vont voir ça comme un commis d'épicerie qui coupe des fromages. Pas que je veux dénigrer le métier de commis d'épicerie, là, qui est très, très important, mais c'est plus que ça, parce que ça va beaucoup plus loin que la simple coupe et l'emballage de produits pour les mettre en vente dans un frigo, libre-service. Il y a toute une panoplie de choses à savoir, à connaître, à faire pour être fromager marchand. Exact. Ne serait-ce qu'au niveau de la connaissance, en fait. Pensez à un fromager marchand de carrière, de métier, comme à un sommelier. C'est juste qu'au lieu d'œuvrer dans un restaurant, il va œuvrer dans une fromagerie, dans une boutique. Lui, en fait, son travail, c'est de tout connaître sur le bout de ses doigts. Quand on est fromager marchand, les clients me demandent des fois est-ce que tu goûtes souvent du fromage? Comme je goûte à tout le temps. Je mange du fromage constamment, en fait. Parce que un peu comme un sommelier goûterait à toutes les bouteilles de vin qu'il vend, il faut qu'ils aient goûté au moins une fois. Mm-hmm. C'est pareil pour le fromage. L'enjeu avec le fromage, c'est que chaque jour qui passe, le fromage goûte un petit peu différent parce que c'est vivant, ça évolue. Oui. Donc, c'est un petit peu de se garder au fait de ce que mes fromages goûtent, mais aussi les fabrications. Qu'est-ce qui a changé dans la saison, dans la façon de faire du producteur. On est dans quelle saison? Les animaux, ça se passe comment? Ça peut aller de la race de vache au type d'animal, au traitement thermique. Bref, il y a beaucoup de facteurs qui vont entrer en ligne de compte. Et le fromager marchand doit avoir tout ça en tête. J'aime ça, la comparaison avec le sommelier. Tu me disais à un moment donné que dans les restaurants, dans certains restaurants très prestigieux, il y avait même, comme il y a des sommeliers pour nous conseiller du vin, il y a même des fromagers marchands, ou je sais pas comment ça s'appelle dans le cas où il serait dans la restauration, mais pour conseiller les clients, pour leur donner une idée de ce qu'ils pourraient commander comme plateau de fromage au restaurant. Est-ce que ça existe encore, tu sais-tu? Bien, au Québec, non. J'avais discuté avec plusieurs chefs qui pensent, qui entretenaient l'idée de « Ah, ça pourrait être cool », mais c'est pas quelque chose qui semble être viable en 2024. Il y a 100 ans, c'était assez commun. C'est ça, il y avait ça dans les restaurants. Oui, dans des restaurants qui ont une vibe un petit peu plus old school, que ce soit aux États-Unis ou même en France ou ailleurs en Europe, on retrouve encore ça souvent quand il y a un service de type guéridon. On va retrouver la même chose avec le fromage. Donc, le fromager. Guéridon. Au guéridon. Ça, c'est quand les serveurs, ils poussent un petit chariot. Oui. Puis ils vont faire de la finition, par exemple, les salades César. Montrer la vinaigrette. Exact. Bien, le même concept peut être appliqué au fromage. Souvent, au restaurant, ça m'est arrivé de voir ça de temps en temps. On voit le plateau de dessert. Ils t'amènent un plateau, là, où ça peut carrément être un chariot avec tous les petits desserts possibles pour la soirée. Mais là, c'est la même chose avec le fromage. Donc, c'est une sorte de petite cave à fromage ambulante qu'on amène. Et voici les 18 sortes de fromage sur le menu. Évidemment, c'est quelque chose que j'aimerais qu'il existe au Québec. Ça va être tellement cool, tu vas au restaurant, puis là, t'aimerais finir avec des fromages, puis t'as
les fromages dans leur état naturel, là, du vrai fromage en meule qui t'arrive, puis là, tu peux choisir comme si tu étais en fromagerie, mais au resto en fin de repas. Mais ça prendrait un fromager ou... Oui, ça prendrait une expertise qui présentement n'est pas développée de façon systématique au Québec. Il n'y a pas de programmes gouvernementaux, que ce soit dans les écoles comme l'Institut de tourisme et l'hôtellerie du Québec ou d'autres écoles de cuisine. Il n'y a pas de programme dédié au métier de fromager marchand. Tout l'apprentissage que nous, on l'a fait sur le terrain, exactement. Apprentissage par les pairs, beaucoup, par nos collègues plus expérimentés, en fromagerie indépendante, en fait. Toi, ça fait combien de temps, Alex, que t'es fromager maintenant? Là? Ça fait longtemps? Ça fait... Bien, nous, on s'est connus quand j'étais kid, là, en 2007. Moi, je t'ai connu quand t'étais pas fromager encore, quand t'allais le devenir un jour. Oui. 2007, quand ça faisait pas la différence entre du Cheese Whiz puis n'importe quoi d'autre. Pour vrai, j'avais jamais vraiment mangé de fromage fin. Le truc le plus spécial que j'avais mangé à cet âge-là, j'avais 18 ans, là, c'était un cheddar vieilli 1 an. Là. C'était comme fancy. Hein? J'ai grandi sur du Kraft Single et du cheddar Petit Québec. Donc, je suis passé de là à fromager marchand aujourd'hui, puis c'est vraiment l'apprentissage par les pairs. À l'époque, c'était toi, en fait, puis d'autres fromagers qui me formaient, qui me montraient « OK, ça marche comme ça, puis c'est ça », puis j'ai trouvé que c'était un monde fantastique. C'est ça, quand on entre là-dedans, jamais on pourrait se douter à quel point le monde des fromages est vaste, multiple, grand, puis à quel point, si on aime manger, si on aime les saveurs, si on aime, déguster des trucs, c'est sûr que quand on arrive dans le monde du fromage, on est comme « Wow! » Puis là, en plus de ça, il y a tout un savoir-faire, il y a toute une expertise derrière ça, il y a des saveurs régionales, il y a plein de choses, il y a des trucs historiques. Le monde du fromage, c'est vraiment, vraiment passionnant. Puis c'est ça, quand on met le pied dedans, j'ai l'impression qu'on découvre une boîte de Pandore, là, puis qu'on est comme devant un monde merveilleux. Ça n'arrête plus. Puis en fait, moi, c'est le fromage qui m'a ouvert l'esprit à la par cuisine, rapport à la gastronomie. l'alimentation. Exactement. Oui, je suis bien d'accord. J'ai voulu, en fait, travailler en cuisine, puis je suis passé de cette espèce d'avant-goût là, que j'ai eu dans le fromage. J'étais allé à l'ITHQ, j'ai étudié comme cuisinier. J'ai travaillé dans des cuisines, j'ai fait beaucoup de services traiteurs, et puis pour éventuellement revenir, en fait, dans le monde du fromage, tout simplement. Parce qu'il y a quelque chose qu'on retrouve quand on travaille en fromagerie, qu'on ne retrouve pas quand on est dans une cuisine, c'est la communication. Le contact avec les gens. Oui, le contact avec les gens. Qu'on revoit plus dans le service, mais j'aime quand même l'aspect manipulation, l'aspect utiliser ses mains pour... couper des meules. Couper des grosses meules de fromage, des choses comme ça. C'est prendre soin, en fait, des fromages. Tu sais, il y a quelque chose, quand on déballe une nouvelle meule, il y a tout le temps quelque chose comme... wow, check, le fromage il est beau là aujourd'hui, ou tel arrivage il est différent d'habitude, ou tu sais, raison, c'est le... coupe la pâte sent différemment, goûte différemment. Tu sais, il y a quelque chose de... C'est comme toujours déballer, pas des cadeaux, mais il y a vraiment quelque chose dans la manipulation du fromage on a l'impression d'être privilégié à chaque fois qu'on déballe un fromage, même si c'est pas nécessairement quelque chose de grandiose, là, même si c'est pas une meule de compter 3 ans nécessairement, même si c'est une meule de brie, il y a quelque chose de le fun à déballer, puis il y a une odeur qui nous vient au nez. Je pense aussi que, une des choses qui fait qu'on peut comme triper à devenir fromager marchand, c'est vraiment une espèce de curiosité gustative, sensorielle. Je sais pas si toi, tu as ressenti ça, là, mais tu sais, moi, quand j'étais dans le monde du fromage, j'étais comme comblée de ce côté-là parce qu'il y avait toujours des nouvelles odeurs, des goûts, des textures. Tu sais, on a accès à tout ça, puis ça change tout le temps, c'est toujours en changement. Tu sais, on voit l'évolution des différents fromages, comme on disait tantôt, selon les saisons, des choses comme ça, ou selon plein de facteurs. Mais il y a comme de quoi d'intéressant là-dedans. Je pense que c'est ce qui fait aussi que les gens en cuisine aiment cuisiner, que les gens... Il y a quelque chose là-dedans aussi dans le fromage. Bien, en fait, dans le fromage, tu as l'avantage que tu n'es pas juste en train de triper avec tes collègues, tu tripes avec les clients. Ah oui, ça, c'est le fun. C'est ça l'avantage, en fait, c'est que tu es vraiment en train de triper constamment. Tu sais, faire goûter quelque chose que les gens vont
aimer, là. Quand tu fais goûter quelque chose... Quand tu sais que ça va arriver, t'es Ah comme... oui. Les clients, ils savent pas trop, ils sont un peu perdus, ou ils sont endormis, ou des fois même ils sont de mauvaise humeur. Ils savent pas Puis là, ce qu'ils veulent pour leur souper, là. Ah, j'ai attendez. trouvé... Je sais ce que vous allez aimer. Mettez ceci dans votre bouche et vous allez être très heureux. Et c'est de voir, en fait, ce changement complet d'émotion chez une personne. Ah, je trouve ça extraordinaire. C'est ça qui me fait triper les gens. C'est ça qui est cool. C'est ça la aussi. meilleure partie du travail d'un fromager marchand. Oui. Pourquoi, entre autres, j'ai voulu commencer à faire ce podcast-là, c'est que moi, je suis plus dans le monde du fromage depuis un petit bout parce que, bon, j'ai changé de carrière. Moi, j'étais arrivée dans le monde du fromage un peu totalement, en fait, par hasard. Mais finalement, j'ai comme mis le pied dans l'engrenage puis j'ai pas été capable d'arrêter parce que j'ai vraiment découvert une nouvelle passion quand je suis rentrée là-dedans. Mais donc, vu que je plus dans le monde du fromage, ça me manquait vraiment beaucoup, puis j'avais besoin de retrouver ça. Tu sais, il y a quelque chose dans la fébrilité d'être sur le plancher d'un magasin, d'être avec des collègues que j'ai pu, mais que là, je voulais retrouver, mais je me disais, j'aimerais ça. Tu sais, il y a tellement de gens qui me posent des questions sur, justement, le fromage, quand ils apprennent que j'ai été fromagère, que j'ai travaillé là-dedans pendant X nombre d'années. Tu sais, ouais, mais là, ça veut dire que tu goûtais des trucs. Bien, je pense que, tu sais, c'est pour ça que je voulais retourner un peu dans cet univers-là. C'est sûr que le métier de fromager, ça nous suit un petit peu toute notre vie. J'ai l'impression, ça marque. Hein? Les gens, ils savent qu'on a fait ça ou qu'on fait ça. Mais ça nous a marqué aussi, je pense. Là. Oui, moi, ça nous a marqué. Puis quand on a aimé ça puis qu'on tripe, les gens, ils aiment ça nous parler, ils aiment ça. On peut discourir, puis étrangement, les gens aiment ça, entendre parler ça passionne tout le monde, le bouffe fromage. en général, de fromage. On est tout le temps, les gens, on se fait tout le temps applaudir quand on arrive dans un party parce que, genre, on amène du fromage, tu sais. Les gens sont tout le temps heureux, puis s'ils connaissent pas notre nom, ils savent qu'on est, c'est la personne du fromage, tu sais. C'est un peu ça qu'on amène. On est des marchands de bonheur, vraiment. Oui, vraiment, c'est ça. Moi, c'est comme ça que je le vois. On disait tantôt, en fait, qu'au Québec, on n'a pas vraiment de structure qui encadre le métier, c'est vrai. Contrairement à la France, par exemple, il y a une structure, en fait, assez claire, que ce soit avec des diplômes d'alternance travail-études qui existent là-bas. Un concours de meilleur ouvrier de France aussi. Ça fait partie de ça. Il n'y a pas juste cuisinier et pâtissier. Il y a aussi fromager marchand. Fromager fabricant et fromager marchand. Les deux sont mis sur un piédestal équivalent. C'est des métiers de la bouche, comme on dit. Moi, j'avais participé justement à ça quand j'ai représenté, là, quand je suis allée participer après le Caséus ici. Là, je suis allée participer en France. Puis c'est ça, je représentais le Canada avec une coéquipière là-bas. Puis on est allé à Lyon durant l'espèce de gros festival du concours du meilleur ouvrier de France. Bien, il y a une portion du concours de fromager marchand. On avait participé à ça. Ça avait été vraiment toute une expérience. Là, là je me suis vraiment aperçue que c'est un métier, comment dire, qui a vraiment du prestige, alors qu'ici, c'est pas un métier qu'on sait qui existe. Même là-bas, c'est vraiment quelque chose qui est standardisé et qui est aussi encadré vraiment bien par une industrie, mais aussi par, justement, comme tu disais, des diplômes, des formations, tout ça. En fait, en France, c'est que des employés à temps plein qui travaillent dans des fromageries, ou presque. Des fois, il peut y avoir des temps partiels, mais c'est plus rare. Ici, on rentre dans une fromagerie pour acheter des fromages. C'est des étudiants qui travaillent. C'est ça, c'est des étudiants. Oui. Et on a commencé comme des étudiants. Toi et moi, c'était la même chose. Et c'est des étudiants qui, après ça, s'amourachent, en fait, du produit et finissent par travailler en alimentation. Oui. Mais à la base, il y a personne qui rentre, c'est très, très rare, qui rentre dans le milieu en se disant « c'est ça que je vais faire dans la vie ». Oui. C'est souvent des gens qui finissent par changer de voie, puis c'est ça que encore une fois, ça prouve l'attrait du fromage, en fait. C'est capable d'attirer des gens. Sais-tu quel genre de formation peuvent suivre les gens pour devenir, tu sais, en France, mettons, ou aux États-Unis? C'est quoi les différentes formations qu'on peut suivre pour devenir fromager marchand?
Bien, en France, comme je disais, il y a des diplômes qui se donnent d'alternance travail-études, semblables à des DEP, comme on verrait ici, comme pour des cuisiniers, mais vraiment pour le métier de fromager marchand, où ils vont voir, en fait, toute la science derrière le lait, le fromage, les autres produits laitiers. Ils vont aussi faire du travail sur place dans des fromageries, où ils vont travailler l'affinage, en fait, toute la finition du travail du fromage, qui prend plusieurs jours, mois ou même années, où on fait pas juste regarder le fromage vieillir dans une cave, on s'en occupe. Et on regarde ce qui se passe. Ça allie, en fait, tout le plaisir de déguster, de réfléchir à la nourriture, de manipuler et de la chimie, en fait, de la science quand même assez poussée. Bien, c'est ça. C'est parce que l'affaire aussi, c'est que pour devenir fromager marchand, ça prend pas que... Tu sais, il y a des savoir-faire à apprendre, des savoir-être, notamment avec les clients, et des savoirs aussi qui sont très, très vastes et très complexes qu'il faut savoir. Donc là, tu sais, tu as nommé savoir les différents types de lait, les différents types de fabrication, toutes les appellations. Donc, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses à apprendre. Est-ce que, tu sais, dans des formations, par exemple, en France, les gens vont apprendre ça ou on est plus... C'est pour ça que tantôt, je comparais ça à la sommellerie. Il y a tellement de savoir technique qu'on doit juste apprendre par cœur. Disons qu'on faut qu'on soit familier avec plus de 500 fromages différents, comme que tu les connaisses comme juste comme ça. Là. Donc, je te dis le nom d'un fromage, il faut que tu me dises c'est du lait cru, du lait pasteurisé, si c'est quelque chose d'entre les deux, thermisé. Est-ce que c'est une pâte molle, une pâte ferme, semi-ferme? C'est quel type de croûte? C'est fait avec le lait de quel animal? Ça vient de quel pays? Idéalement, de quelle région du pays? Idéalement, de la ville, du département. Quelle saison? À quelle saison ce produit-là a été fait? Et le produit qui est devant toi, peux-tu le décrire? Es-tu avancé? Es-tu prêt? Es-tu jeune? C'est quoi être quoi les arômes primaires, les arômes secondaires, dans quoi il peut s'utiliser si jamais tu veux le cuisiner. As-tu des anecdotes relatives à sa fabrication? Connais-tu le nom de la vache qui le produit? Le nom du fromager, de la fromagère, les artisans, leur histoire. Y a-t-il une certification? C'est infini le nombre de choses. Ça, c'est pour un fromage. Là. Oui. Puis il faut savoir ça pour 400, 500 sortes de fromages. Là. Exactement. Il faut comme tout le temps se tenir à jour aussi. Hein? Il y a quelque chose. Là, moi, je le vois, là, je suis plus dans le monde du fromage depuis un petit bout. Puis, bon, là aussi, la vie fait en sorte que j'ai moins le temps de me consacrer à ce savoir-là. Puis ça vient vite qu'on... Tu sais, il faut vraiment... C'est ça, c'est vraiment un travail quotidien de se tenir à jour. Là. Ça demande beaucoup de recherche, beaucoup de communication, de lecture, d'intérêt, de curiosité, parce que c'est ça, bon, premièrement, ça peut changer, mais c'est aussi le fait que, ben c'est ça, il faut tenir ces connaissances-là éveillées. Fait que c'est quand même assez exigeant comme compétence à déployer au travail. Là. Définitivement. Ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, beaucoup d'efforts, beaucoup de travail, mais c'est très plaisant. Oui, c'est fun. On le voit pas comme du... Moi, je lis un livre sur le fromage, je le vois pas comme du travail, je le vois comme du plaisir, j'apprends des choses. J'aime ça. C'est ça. Puis c'est souvent ça qui va attirer des gens vers le métier, c'est cette soif d'apprendre de plus en plus de choses. Même les gens qui veulent pas en faire un métier, des employés à temps partiel avec qui je travaille, qui travaillent... une journée, 2 journées par semaine. Ils ont quand même ce plaisir-là d'apprendre des choses constamment chaque jour. Mais il y a quelque chose de trippant dans le fait de dire hey, regarde, on a reçu ça cette semaine. Fait que ça, c'est telle affaire. Puis là, la personne y goûte. Puis là, wow, c'est le fun. C'est un peu comme le rapport tantôt qu'on parlait avec les clients. Bien, quand on monte ça aussi avec nos collègues, on a des gens avec qui on est en espèce de communion. On vit quelque chose, on vit un moment avec le fromage. On découvre une nouvelle saveur, on découvre une nouvelle texture ou quelque chose qu'on connaissait mais qu'on revisite. On apprend des choses. C'est pour ça que je pense que c'est si intéressant que ça. C'est parce qu'on est toujours en train d'apprendre. Puis il y a quelque chose de beau là-dedans. On est toujours en train de redécouvrir des choses. C'est jamais fini. Puis ça, encore une fois, ça, c'est juste la partie savoir pur. Oui. Parce que le savoir-faire, c'est toute une question pratique. Savoir faire
Tu sais, les beaux emballages là, que les gens nous disent tout le temps. Hey, tu devrais venir emballer mes cadeaux de Noël. Mais emballer des cadeaux de Noël, c'est pas pareil, comme emballer un fromage, c'est pas la même chose. Mais le soin, en fait, qu'on est capable d'apporter à un emballage qui est bien fait, et emballer des petits fromages, des gros fromages, on n'y pense pas, mais c'est pas facile. Essayez, achetez un fromage, regardez comment il est bien emballé quand vous l'avez acheté, puis après ça, à la maison, vous le déballez là, puis essayez de le remballer et voir ce qui va se passer. Ça fait souvent un gros tapon dans le fond du frigo, on s'entend. Mais tu sais, c'est super important l'emballage parce que tu sais, ça a l'air de quelque chose de très anodin, mais le type de papier, le type de pli qu'on va faire, bien évidemment, ça va faire en sorte que le fromage va se garder plus longtemps, va garder ses propriétés gustatives. Donc, c'est important pour les clients. Les autres savoir-faire qu'il y a, bien, il y a notamment la manipulation de tous les outils qui ont rapport au fromage. Fait que, il y a les couteaux, il y a quoi aussi? Ben, les trancheuses électriques. Le fameux slicer. Le slicer. Moi, souvent, j'appelle ça la machine à couper des doigts d'enfants. C'est rendu vraiment très sécuritaire. Tant mieux, il faut faire attention. C'est ça. Avec le temps, il y a différentes précautions qui n'étaient pas prises il y a plusieurs années, qui maintenant sont obligatoires de par la loi. C'est tant mieux, là, parce que... Oui, la CNESST encadre vraiment bien maintenant là, cet outil-là, parce que c'est très dangereux. Mais maintenant, des accidents sur un trancheur électrique, on n'en voit presque plus. Là. Ben, ça dépend des milieux, je pense. En tout cas, d'habitude, où je travaille... des fois, on peut voir... C'est rare. Oui, c'est ça. Mais c'est mieux, il faut toujours faire attention. Mettez la garde si vous utilisez un slicer, puis n'utilisez pas vos doigts directement. Sinon, d'autres outils comme les fils, par exemple. Les fils de les fils à deux poignées ou le fameux fil à beurre sur un coupe-fromage avec fil. Ça donne vraiment l'impression comme d'être surpuissant. Là. Le fil à deux poignées, surtout, là, c'est vraiment cool. Une meule, tu sais, avec le fil. Là. Moi, je me rappelle de ça, tu sais, à quel point c'est... Puis on aime ça le faire devant les clients aussi, là. Les clients sont toujours bien impressionnés. Ils sont en train de nous regarder du coin de l'œil. « qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça? » Mais est-ce que tu fais ça encore? Parce que moi, je me rappelle, dans le temps, quand on travaillait, là, on en faisait un spectacle, là, parce que c'était cool, là, tu sais, de mettre la grosse meule sur la planche devant les clients, puis là, prendre le fil, puis couper doucement, puis là, l'ouvrir, faire comme « ça sent bon, voulez-vous goûter? » Est-ce que vous faites encore ça? Oui, c'est une bonne occasion. En fait, surtout, c'est quand on ouvre une meule de fromage, c'est le moment le plus beau pour un fromager, parce qu'on peut goûter au fromage parfait, brut, fraîchement ouvert. Toutes les aromates sont présents. C'est comme si c'était un trésor, comme on avait accès à un coffre au trésor. Et tu sais pas vraiment ce que... On se doute, on a une idée préconçue de ce que ça va goûter. Mais on le sait jamais vraiment. C'est-à-dire, il peut y arriver toutes sortes de choses. On ne sait jamais vraiment. Donc, quand on ouvre une meule, la première chose qu'on fait, c'est qu'on y goûte, toujours, systématiquement. Et on le sent aussi. Y a-t-il quelqu'un qui veut goûter un client qui passe par là? Personne qui va te dire non, là. Monsieur, madame! On sort dans le rue avec des petits morceaux, on fait goûter le monde. Mais c'est vraiment le meilleur moment pour goûter un fromage. Tu sais, il n'y a pas eu d'emballage, il n'y a pas eu de temps qui est passé. La pâte n'a pas été... C'est ça, il n'a pas pu sécher. Il est parfait. C'est vraiment... un beau moment. Ouais. On a parlé de l'emballage. Il y a même... les fromagers marchands vont aussi faire de l'affinage. Il y a toute la portion conservation qui est importante, mais les fromagers... pas les fromagers affineurs, je m'excuse, les fromagers marchands vont aussi faire une partie, la dernière partie, dans le fond, de la production d'un fromage, peuvent se charger de faire de l'affinage. Oui, puis ça va dépendre, en fait... on est où dans le monde? Il y a des fromageries... ça, c'est surtout en France, un peu aux États-Unis, où ils ont des caves d'affinage, en fait, qui sont rattachées à la fromagerie où ils vont vendre, en fait. Et ça permet, en fait, aux fromagers d'affiner, vraiment de faire toute la dernière partie de la fabrication du fromage sur place. Donc, le fromager va acheter un fromage chez un producteur un peu plus jeune pour terminer l'affinage lui-même. C'est quoi l'intérêt de faire ça? Pourquoi on ne laisse pas cette portion-là aux artisans? C'est vraiment du contrôle sur quelque chose qu'on... Souvent, c'est parce que l'artisan, lui, il ne peut pas faire des fromages selon la spécificité de chaque marchand. Chaque marchand va dire « Ah, moi, j'aime mon fromage un petit peu plus vieux ou moi, un petit peu plus jeune. » C'est tout en fonction de sa clientèle. Oui. Alors, si le fromager va dire genre « Je te le vends
plus jeune, puis tu t'arranges avec le reste, puis tu le feras vieillir autant que tu veux. Parfait. Fait qu'il y a ça d'abord. OK. Il y a des modifications qui peuvent être apportées. Des lavages à l'alcool, par exemple, un ajout de saveur, une transformation quelconque aussi, qui peuvent avoir lieu. On pense au fameux Stilton au Porto de Noël. Exactement. Ouais. Ça va au-delà de l'affinage. Ça, c'est vraiment comme une transformation du fromage, de gorger un fromage d'alcool, en fait, pour le rendre sucré-salé, pour créer quelque chose d'événementiel, de saisonnier. C'est une autre chose qu'un fromager marchand va faire, oui. Fait que c'est une petite part. Dans le fond, le fromager marchand peut faire une petite portion de la fabrication, là, la dernière. Dans le fond, on peut s'en occuper. Exactement. Il y a aussi toute la gestion, le maintien, en fait. Au Québec, on va retrouver chez certains fromagers marchands ce qu'on appelle des caves de garde. Et ça ressemble à une cave d'affinage dans le sens que ça va répliquer un petit peu les conditions, surtout au niveau de l'humidité. Donc, ça va être des caves humides, 80 d'humidité à peu près. Température peut-être même un petit peu plus élevée que celle d'un frigo régulier. Ça peut monter à 6, 7, voire 8 degrés Celsius. Ça permet aux fromages, surtout les petits fromages qui sont fragiles, genre pense fromage de chèvre. On veut pas les emballer, ça va tuer la croûte. Ouais. Donc, on veut les laisser à nu. Mais s'ils sont dans un environnement qui est pas humide, comme un frigo, avec beaucoup de ventilation, ils vont sécher dans la nuit. Ils vont devenir très secs très vite. Puis c'est souvent pas des produits qu'on est capable de se procurer sur une base très régulière. Donc, non, c'est ça, parce que c'est des produits frais, souvent. C'est ça, mais ça va être des arrivages, même dans le québécois, souvent, c'est des produits qu'on doit commander en certaines quantités chez le producteur. Fait que même chez un produit québécois, les arrivages vont pas être aussi fréquents qu'on penserait. Et donc, si on a des arrivages aux 2 semaines, mais il faut s'assurer que le produit, quand on le reçoit, il va rester bon. 2 semaines c'est ça, pendant 2 semaines, exactement. Puis ça, c'est des caves comme ça, des caves de garde humides qui vont permettre de conserver le fromage à son niveau optimal. Mais le fromage évolue quand même un petit peu durant cette garde-là. Mais c'est ralenti. Okay. Dans le sens que le fromager garde un œil dessus et voit l'évolution. Ça se passe pas dans la nuit. C'est tranquille. Lent. Il peut avoir un contrôle dessus pour faire comme OK, le fromage a évolué. Il me reste 3-4 jours de fenêtre à peu près pour le vendre à son niveau optimal. Ou OK, on est en jeunesse, c'est bon, j'ai 10-12 jours parce que c'est l'autre point important du fromager. C'est l'adaptation constante et la gestion, en fait. Du produit, au produit. Du produit, exactement. Il faut constamment s'adapter. Il faut constamment savoir, OK, qu'est-ce qui est prêt maintenant? Qu'est-ce qui va être prêt la semaine prochaine? De quoi je vais avoir besoin la semaine prochaine? Parce que, tu sais, si on a des événements prévus ou si on sait qu'il y a des clients ou des choses comme ça. Il y a toute une question de gestion, un peu comme dans n'importe quel commerce. Par contre, dans le fromage, c'est qu'il y a une évolution rapide. C'est qu'il faut... Le produit, il faut savoir, il est rendu où dans sa vie? Il est-il au début? Il est-il au milieu? Il approche-tu de la fin de son plateau optimal puis il va bientôt être la fin? Tu veux jamais t'en rendre compte quand il est à la fin. Non, tu veux toujours le savoir d'avance pour le prévoir et être capable... Parce que tu veux pas vendre un produit quand il est plus bon. Tu veux le vendre quand il est bon, en sachant que tu veux pas qu'il se rende à la fin de sa courbe. Puis tu es d'accord avec moi, mettons, quelqu'un qui va voir son fromager marchand une journée, va aller le revoir le lendemain, puis il sortira pas du magasin nécessairement avec les mêmes produits. Ah non, parce que ça peut avoir évolué. Oui, exactement. La pire chose à faire, c'est avoir une idée préconçue de ce qu'on veut. Oui. Faut être flexible quand on est un client en fromagerie. Faut avoir une idée de ce qu'on veut, mais être prêt à changer. Quelqu'un qui cherche un produit en particulier... il peut être déçu. Il va être déçu. Surtout si on pense à des produits artisanaux. Les fromages du Québec qu'on retrouve en fromagerie, c'est souvent des petites productions artisanales. Ouais. C'est vraiment cool de les encourager. Par contre, il faut être au fait de la différence qu'il peut y avoir entre 2 arrivages, entre 2 lots différents. Oui. Donc, avoir cet esprit ouvert-là pour faire comme, OK, il est différent, mais il est quand même bon. Ou, OK, il est peut-être pas prêt de suite, on va virer vers un autre produit d'un autre petit producteur, mais qui, lui, serait prêt de suite. C'est de comprendre quoi acheter quand, puis ça, c'est le fromager marchand qui va donner cette information-là au client. Donc, c'est toujours de tenir, comme on disait tantôt, de se tenir au courant de ce qu'on a dans le comptoir, de ce qu'on a à vendre, puis des produits, comment ils sont. Ouais. Donc, ça demande vraiment d'être toujours à l'affût, là. Toujours. Pas juste la théorie au sens large, mais vraiment de qu'est-ce qui se passe devant moi en ce moment.
Je pense que c'est ça qui fait que c'est aussi trippant aussi. Ouais. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, mais c'est vraiment c'est une des portions qui est cool, c'est que tu es toujours en train de... Tu as quelque chose de vivant devant toi, le fromage, Ben oui. à la fois le client, Oui. le fromage aussi, puis c'est ça, il faut que tu sois consciente de tout ce qui se passe dans ton comptoir, dans le fond. Ouais, c'est vraiment... Puis être capable, en fait, là, on parlait de ce que le fromager marchand doit savoir, mais il faut qu'il puisse le communiquer. Puis ça, on parle du savoir-être, en fait, souvent. C'est d'être capable de le communiquer, en fait. Communication dans le métier de fromager marchand. Au client, à la base, le fromager marchand, il veut vendre un produit au client, lui partager, en fait. Parce que le client veut du fromage, parfait, il rentre dans le magasin. Pourquoi il achèterait un fromage plus qu'un autre? Mais ça, c'est la job du fromager marchand. Non seulement d'avoir les connaissances, mais d'être capable de les transmettre de façon adéquate aussi. Mais tu sais, moi, j'ai jamais vu ça vraiment comme un travail en vente. Tu sais, mettons, on vend pas un produit dans le simple but de le vendre. Ah, on se promène pas de porte à porte chez les gens en leur demandant. Non, tu sais, la différence, mettons, quand on travaille dans une boutique de vêtements, tu sais, là, il faut vendre des vêtements, tu sais, il me semble qu'il n'y a pas ça dans le monde du fromage parce qu'on essaye de partager un plaisir. On veut que les gens ressortent, tu sais, ça peut être quand même cher. Ah, mais parce que les gens veulent du fromage. Les gens viennent... C'est toujours « Allô, je veux du fromage ». Et là, la job du fromager marchand va commencer. Mais qu'est-ce que tu veux comme fromage? C'est ça, tu sais. C'est ça, exactement. C'est ça, tu sais, c'est plutôt un... Moi, je l'ai toujours vu comme ça, en fait. C'est plus un partage de... Moi, ce que je veux, c'est vous faire triper puis être content de ce que vous allez acheter. Comme quand tu vas au resto et que tu demandes au sommelier « Salut, j'aimerais boire. » Parfait. Qu'est-ce que tu aimerais boire? C'est la même chose qui va se passer. Oui. Exactement. Le sommelier, il n'est pas dans la rue à essayer de te vendre une coupe de vin devant le métro. Là. C'est pas ça qui se passe. Non, puis en même temps, tu seras d'accord avec moi que le vin va être meilleur si tu as l'impression qu'on te l'a, proposé, puis que tu as choisi selon ce que tu aimais, selon ce que tu avais envie, selon ce que tu voulais. Tu sais, oui, c'est un petit luxe que tu te payes, mais il te fait du bien, ce petit luxe-là. C'est un peu la même chose avec le fromage puis le fromager marchand ou la fromagère marchande. C'est qu'elle va essayer d'aider les clients à trouver ce qu'ils veulent vraiment, tu sais, dans le fond. Oui, puis c'est ça le plaisir aussi de cette job-là, c'est que le client, en fait, il vient pas parce qu'il a besoin de fromage nécessairement pour se nourrir ou nourrir sa famille. Oui, en partie, là, ça fait partie des aliments qui nous nourrissent. Mais souvent, les gens vont venir dans une boutique pour un événement spécial. Oui, ils ont envie de faire triper leur famille. Pour se faire plaisir. On a vu beaucoup dans les dernières années, ce besoin de réconfort-là, ce besoin de retrouver, d'avoir des plaisirs simples dans la vie. Ça passe par la nourriture, mais des fois, attends pas de le cuisiner, ton plaisir simple. Non. Tu préfères le manger, puis le fromage, c'est pas un aliment, c'est pas un ingrédient. Non, le fromage, ça peut l'être. C'est Oui, mais le fromage, bien souvent, c'est un plat terminé, prêt. Le meilleur repas, c'est un morceau de fromage, un morceau de pain ou des biscottes, un petit verre de vin. Bon, là, on peut mettre des légumes, là. Mais... Si tu veux, mais pour vrai, de voir le fromage comme une pointe de pizza ou un repas, complet, c'est ça que c'est gustativement, aromatiquement, même énergétiquement, c'est ça que c'est du fromage. Puis tu seras d'accord avec moi quand on est fromager marchand, ça arrive souvent que notre souper, c'est un petit morceau de fromage avec un petit bout de pain, là. Ah oui, c'est le fameux girl dinner. Hein. C'est qu'est-ce que j'ai dans mon frigo? Un petit peu de ça, un petit peu de ça, un petit peu de ça. C'est tout l'été, t'as pas envie d'ouvrir ton four. Ah oui, non. Et t'es comme un bout de pain, un craquelin, un fromage, une pomme. Yes, sir! Parfait, repas complet. Exact. Oui. C'est un peu, dans le fond, le métier de fromager marchand. Est-ce que tu trouves que c'est un peu relié au monde de la gastronomie? Pour revenir à ce qu'on disait au début, tu penses... Moi, je viens du monde de la gastronomie, fait que je vais dire oui, en fait, là, parce que moi, c'est ça qui m'a amené là. Puis je dirais oui, justement. Je viens juste de dire que le fromage, c'est comme un repas, c'est comme un plat, c'est comme un plat cuisiné tout prêt, ben c'est voilà. Ça va chercher les mêmes choses qu'un mets gastronomique, en fait, dans un restaurant. Un grand fromage bien fait va avoir... Tu sais qu'on peut retrouver jusqu'à genre 60 particules aromatiques différentes dans un fromage. Oui. Un fromage. Ben oui. Il goûte 60 choses différentes. C'est comme à ce point-là complexe puis de haut niveau. C'est extrêmement difficile de faire du fromage. Il y a une raison pour laquelle les fromages, c'est pas
peu cher. Là. C'est parce que c'est long, ça prend du temps, ça prend une expertise. Ouais. On ne sait même, on ne voit pas vraiment ce qui se passe. C'est que de la fermentation, que du travail de micro-organismes qui se fait sur vraiment une longue période de temps. Là. Des semaines, ça, c'est minimum. Là. Imaginez si votre repas, quand vous allez au resto, il prenait des semaines, voire des mois à faire. Ben oui, c'est ça. Puis que ça venait avec toute une série de manipulations, de savoir-faire, de savoir... Ben oui. Tu sais, c'est ça, c'est complexe, là. Exactement. Puis quand on passe aussi aux aliments qui sont fermentés, le fromage, c'est un des seuls qui se mange tout seul. Tu sais, comme... Tu vas pas te faire un bol de kimchi, là. Tu vas pas prendre une gorgée de sauce soya. Tu sais, même une bonne choucroute à la fourchette. Je sais pas, moi, du tempeh, là, avec un petit peu de sel dessus. Du fromage tout seul, c'est extraordinairement délicieux. Mais en fait, ça, c'est une chose aussi que peut-être, je sais pas si les gens ont l'habitude de faire ça autant que nous, mais nous, on va prendre un fromage et on va le déguster seul pour justement l'analyser sous toutes ses saveurs. On va regarder la texture, la pâte, bon, tout ça. Mais c'est rare que les gens font ça. T'sais, moi, souvent, des fois, je vais... un fromage à pâte ferme, dans ma tête, ça se mange pas avec du pain parce que je suis tellement habituée de l'avoir goûté seul pour pouvoir le déguster puis tout ça. Des fois, je vois les gens le mettre sur un bout de pain puis je suis comme « Ah, c'est drôle, j'aurais pas... » Mais moi, je les empêche. Moi, je me dans les parties, je me mets à côté du plateau de fromage puis je suis comme « Non. Tout seul, puis je regarde dans les yeux puis c'est bon? » C'est ça, puis tu sais, de s'arrêter... Puis de dire, OK, non, bon, là, qu'est-ce que je ressens sur ma langue? Qu'est-ce que je ressens dans ma bouche? Qu'est-ce que je ressens dans mon nez? Les odeurs qui me viennent, les saveurs qui me viennent. Tu sais, c'est ça, tout ça, la texture, la persistance en bouche, tu sais. C'est vraiment, quand on goûte un fromage, quand on le déguste, là, on fait vraiment le même travail qu'un sommelier, mais avec du fromage. Puis il y a encore plus de choses, je trouve, à analyser qu'un vin presque, parce qu'un vin, c'est liquide, on va avoir la gorgée dans notre bouche, mais le fromage, il y a au moins la même complexité. Il y a au moins la même complexité, la même richesse, le même plaisir, en fait, mais sans le mal de tête le lendemain. Oui, c'est ça, en plus. On n'a pas vraiment besoin de cracher. Il faut juste s'assurer d'avoir faim, c'est tout. Oui, des fois, on peut la trouver difficile dans les jours qui suivent si on a juste mangé ça, Oui, par oui, exemple. oui. Ben, je pense à quand on est juge sur des concours, par exemple, on mange du fromage la journée, ça devient lourd. Oui, c'est ça. Mais pour le commun des mortels, c'est pas un enjeu. On a besoin d'une petite salade à un moment donné. On mange-tu du fromage? Parce que là, comme on parle de fromage, puis là, ça donne faim, hein? Une des choses qu'on voulait faire avec le podcast, c'est de vous faire découvrir des fromages, parce qu'on le sait, on va vous en parler, donc vous allez avoir envie d'en découvrir aussi. Donc, cette semaine, ce qu'on s'est dit, on va faire les choses un peu différemment que les autres épisodes. Donc, d'habitude, dans les prochains épisodes, on va surtout avoir un fromage par épisode, mais là, cette semaine, vu qu'on parlait de notre métier, ben moi, mon ancien métier, toi, ton métier actuel, ben on s'est dit qu'on voulait vous faire découvrir les fromages qui nous ont marqués quand on a commencé à travailler. Fait que je sais pas si tu veux commencer, Alex. Oui, moi, j'ai amené une appellation d'origine protégée française qui est ici, qui est... Je vais en prendre un morceau. L'osso irati. Je l'ai au nez depuis tantôt, là, parce qu'il est juste à côté de moi. On est là, ça faisait longtemps que je l'avais senti. L'osso irati, c'est un fromage de lait de brebis cru, français du sud de la France. Celui-là vient du Béarn, mais la plupart des osso irati sont connus pour venir de la région du Pays basque, juste à côté. Donc, on est dans le sud-ouest français. L'osso irati, ça m'a marqué, en fait... J'y repense 17 ans plus tard. C'est un fromage qui m'a marqué parce que c'est le premier fromage de brebis que je mangeais dans ma vie. Le premier fromage de lait cru, premier de tout. Rappelles-tu qui te l'a fait goûter? Non, je m'en souviens pas du tout. Je pense que je l'ai juste pris en comptoir puis je fais comme « Ah, c'est quoi ça? » Mais puis je l'ai pense mangé. Que c'est moi. Ça se peut. Ça se peut-tu? Ça se peut. Mais ça fait 17 ans, Geneviève. Ben oui, c'est ça. Parce qu'il faut savoir que on va dire que c'est toi. On va dire que c'est toi. On va dire que c'est Geneviève. Mais ça se peut que ce soit pas moi. Mais quand Alex est arrivé à la fromagerie où moi je travaillais, ben moi, ça faisait longtemps, tu sais, que je travaillais là, Puis Alex est arrivé, c'est ça, petit garçon tout jeune, tout frais, qui connaissait pas le monde du fromage, puis mais qui tripait. Fait que là, il faisait goûter des trucs, puis là, « ouais, wow! » Ouais. Ah, puis c'est totalement différent en termes de texture, de saveur. Il y a une pointe de piquant, hein? Quelque chose d'un petit peu tout ce que j'avais goûté dans ma vie, puis je parlais tantôt, j'avais rien goûté, en fait. Là. Je savais pas c'était quoi du fromage. Fait que vraiment d'avoir ça. Ce côté-là un peu piquant, un peu animal.
La différence entre la pâte et la croûte aussi, tu sais, la croûte qui est très terreuse. Puis mangez-la, la croûte, goûtez-la. Ne serait-ce que juste pour l'essayer. La croûte, c'est un concentré de la saveur du fromage. Ça vaut la peine de l'essayer. Après ça, vous ne l'aimez pas, vous ne le continuez pas, mais au moins une bouchée. T'sais. Oui. Ça, c'est une belle croûte. Elle est très belle. Oui, c'est très bon. Des croûtes comme ça, là, ça goûte le salami, ça goûte le saucisson. Oui, c'est vrai. Il y a les quelque ferments chose d'affinage. Oui. On retrouve un peu la même petite amertume. Oui, exactement. Oui. Ouais. Un bon petit salami. Le soirati, il faut le dire, par exemple, ça se trouve peut-être... Il faut aller vraiment dans une boutique spécialisée là, pour en trouver. Parce que on va en trouver dans beaucoup de boutiques spécialisées à Montréal. C'est quand même un fromage qui s'importe facilement. C'est une belle pâte ferme. C'est exact. Après ça, il y a différentes qualités, il y a différents producteurs, il y a différents soins qui sont apportés. Ça se peut que vous tombiez sur un morceau un petit peu vieux qui a traîné dans le comptoir chez un fromager marchand. Plastique, ça se peut aussi, tu sais, je veux dire, il y a une variété. On espère, idéalement, on aimerait ça que tout le monde travaille de la meilleure façon possible. Mais il y a toutes sortes de circonstances qui peuvent entrer en ligne de compte. Mais en général, goûtez-y. Hein? On goûte, on va chez le fromager marchand, on demande à goûter, on est satisfait, on part avec un morceau. C'est la meilleure façon d'acheter des fromages. Puis le soirati devrait être capable de retrouver ça pas mal chez n'importe quel fromager marchand. Oui, c'est ça. Après ça, à l'épicerie, peut-être pas. Non, je pense pas. Mais trouvez-vous un petit fromager marchand. Allez l'encourager. Puis allez-y une fois de temps. Tu sais, c'est pas obligé d'y aller à toutes les semaines parce que quand même, ça demande un certain budget, manger du fromage fin. Mais une fois de temps en temps, y aller, ça fait du bien. Puis on va se gâter un peu. Il faut vraiment le voir comme tu disais tantôt, comme si on allait au resto un peu. Exactement. Ça, tu le prendras avec quoi, cet osso-irati-là? Moi, je vous verrais un petit vin rouge un peu frais, un peu léger pour bien accorder. Moi, je suis vraiment vin blanc. D'habitude aussi, mais... Je sais pas si c'est parce que je vieillis, là, j'aime de plus en plus le vin rouge. Avant, j'étais vraiment... moi, je suis 100% vin blanc tout le temps, mais je commence à comme avoir plus d'intérêt pour le de plus en plus, j'ai bu un beau blanc récemment, quelque chose d'alsacien, Riesling, par exemple. Tu irais avec quelque chose d'aussi sucré que ça? Ah oui, j'aime ça. Ça a quand même du corps. C'est un fromage à pâte ferme. Tout de suite, la quantité de sel est plus concentrée. Oui, c'est ça. On a un tonus, on a une longueur en bouche qui fait qu'on peut y aller avec quelque chose de quand même de soutenu. Rester quand même bas en termes de sucre. Là. Je dis pas d'y aller à 10, 20, 30 grammes de sucre. Là. On s'en va pas vers le mi-moelleux. Mais quelque chose avec un petit taux résiduel, 4-5 grammes. Moi, ça... OK. Ça. Moi, j'aime bien ça aussi avec la bière, vu qu'on a une grande production de bière au Québec. J'aime ça aussi proposer avec de la bière. Ça, tu irais avec quel genre de bière, toi? Avec des pâtes fermes comme ça, j'aime aller avec des bières ambrées, rousses, quelque chose avec de la couleur, avec un goût un petit peu plus soutenu. Peut-être une bière belge même, là. Ouais, mais sinon, tout simple, là, allez au dépanneur, achetez-vous une boréale cuivrée, vous allez être très heureux. Avec l'osso-irati. Ouais. Bon. Exact. Ben, moi, j'aimerais ça aussi parler du fromage que j'ai choisi. Moi, c'est maintenant un fromage qui est rendu vraiment plus commun. Mais quand moi, je suis arrivée en fromagerie, on parle de ça il y a maintenant presque 20 ans, c'était vraiment pas si commun que ça. Maintenant, on en trouve dans les épiceries, mais à l'époque, moi, j'avais jamais vu ça, j'avais jamais goûté ça. Puis... c'est vraiment ça, un goût, j'ai remarqué, moi, dans ma carrière de fromagère, que c'est un goût au Québec qui est très, très, très apprécié. Alors, c'est le fromage dont je vous parle, c'est du gruyère affiné en grotte. Donc, c'est du gruyère suisse affiné en grotte. Maintenant, comme je disais, on le trouve un peu partout, mais à l'époque, on le trouvait vraiment juste chez les fromagers marchands. Je m'excuse. Donc... Le gruyère de grotte, c'est une pâte pressée cuite. Et ce que ça a de particulier, c'est que ça a une texture très, très, très lisse, très fondante en bouche, même si c'est une pâte très ferme. Et il y a ces petits cristaux à l'intérieur qui charment tout le monde. Maintenant, c'est rendu un fromage un peu plus de consommation, je dirais, presque quasiment quotidienne, parce qu'on en trouve partout. Mais moi, quand je suis arrivée en fromagerie,
J'ai goûté à ça, puis j'ai fait « Ah! Mais voyons, premièrement, je savais même pas c'était quoi du gruyère suisse. Pour moi, dans ma tête, du suisse, c'était un fromage avec des trous. Mais c'est pas ça du tout. Donc, le gruyère, c'est un fromage de... Il y a quelque chose d'un peu sucré, d'un peu caramélisé, hein, le goût un peu floral. Oui, c'est ça, ces petits cristaux-là. Rappelle-moi comment ça s'appelle. C'est des cristaux de tyrosine. C'est la protéine, en fait, la protéine qui est présente dans le lait qui finit par cristalliser avec le temps, agglomérer toutes sortes de sels minéraux qui sont autour. Ça fait des petits cristaux. Ça rappelle un petit peu la fleur de sel qu'on croquerait Oui, c'est vrai. dans un aliment ou même dans une barre de chocolat. Mais vraiment, ici, c'est pas du sel qui est rajouté. C'est vraiment une cristallisation C'est ça, c'est naturelle. le lait qui se décompose dans le fond. Un petit peu une transformation chimique, en fait, des protéines du lait. Mais ça, c'est ça. Ça, quand moi, je suis arrivée dans le monde du fromage, j'ai vraiment fait comme wow, ça, c'est du fromage qui existe. J'avais jamais goûté quelque chose comme ça. C'est le côté sucré-salé, un petit peu chocolat, noisette grillée. Puis c'est... Ce que j'ai toujours trouvé avec le gruyère de grotte, c'est que c'est intense. Oui. Tu sais? Oui. Souvent, en fromagerie, on fait goûter des fromages à froid, ce qui n'est pas l'idéal, mais on est obligé. On travaille avec des fromages dans un frigo. Les fromages à froid sont souvent moins intenses, moins goûteux, qui vont l'être température pièce à la maison quand on les déguste. Mais le gruyère... Il est tout le temps bon. Il est toujours là. Il y a ce torque-là qui est là. Il est bien salé. Un beau côté, comme je disais, sucré-salé. Qui est bon à n'importe quelle température. Mais cette saveur-là, le côté un peu, c'est ça, noisette, comme tu disais. Puis ça, le gruyère de grotte, moi, ce que j'adore de ce fromage-là, c'est qu'il va bien dans n'importe quelle circonstance, avec n'importe qui, avec n'importe quoi. Ben oui. Bon, tu sais, c'est le fromage versatile, là. Ça va bien aller avec tout. Moi, je l'ai même déjà pris en dégustation avec du café. Oui. C'était absolument délicieux. Avec une bonne bière noire, là, une stout avec du gruyère de grotte, c'est absolument délicieux. Vin blanc, vin rouge, ça va super bien. Même à la limite, de l'alcool super puissante, là, comme du scotch, ça pourrait être le fun. Parce que justement, comme tu disais, c'est tellement intense comme saveur que ça va persister pareil avec quelque chose qui nous brûle la bouche complètement. C'est vraiment le fun de voir la différence qu'un fromage va avoir à froid ou à température pièce. Le goût, les saveurs changent complètement, ça se révèle, c'est exponentiel. C'est vraiment plaisant. L'affinage en grotte, c'est quelque chose de très particulier, hein? Donc, est-ce que c'est juste propre à la Suisse? Je me rappelle plus. Est-ce que... Non. Les grottes naturelles, en fait, ce qu'on veut, là, l'idéal, c'est de reproduire des conditions d'affinage idéales. Les conditions d'affinage idéales, c'est ce qu'on retrouverait dans une grotte naturelle. La température ne fluctue pas ou très peu et l'humidité est très grande. Ça, c'est les conditions idéales c'est ça pour qu'on le veut. fromage. Après ça, il y a toutes sortes de façons de reproduire ces conditions-là. Quand je sais pas moi, un vieux chemin de fer souterrain, par exemple, à New York, il y a des fromages affinés dans des vieux métros qui sont plus utilisés. Des anciennes caves de militaires. Oui, des forts en montagne, par exemple, des forts militaires. Ça peut être des anciens aqueducs. Bref, à ce point-là. n'importe quoi, en fait, qui est construit soit dans le sol, soit dans la montagne. Ça permet justement d'avoir une humidité et une température qui est constamment régulée, puis ça demande très peu de support artificiel par-dessus ça. Puis là, la différence entre du gruyère normal, mettons si on prend un gruyère suisse normal et un gruyère vieilli en grotte, bon, il y a le temps d'affinage qui est plus long. C'est surtout ça. C'est surtout, on parle d'un temps d'affinage de 2 à 3 fois plus long. Oui. Puis donc, c'est combien de temps à peu près ça, 2-3 fois plus long? C'est 18 mois, un gruyère comme on retrouverait sur le marché du gruyère suisse, là, standard, c'est entre 4 et 6 mois d'habitude. Donc, le gruyère qu'on prend pour faire de la fondue ou pour gratiner. Exactement. Il existe toutes sortes de dénominations de gruyère, toutes sortes de producteurs. C'est un produit très complexe. Toutes sortes de producteurs aussi qui en fabriquent. Ils vont tous avoir des spécificités différentes. Il y en a qui vont faire des gruyères qui sont commercialisés à 8 mois, d'autres à 9 mois. Le gruyère de grotte ici, c'est celui des grottes de Kaltbach. En Suisse. Et ce gruyère-là est vieilli autour de 14 mois. OK. Donc, c'est quand même un des gruyères les plus vieux qu'on retrouve sur le marché.
Et donc, ces saveurs sont plus typées, plus intenses. Si vous prenez un gruyère plus jeune, par exemple, essayez de l'accorder avec quelque chose de soutenu comme une stout, même de l'alcool fort ou du café, même, tu disais tantôt, là, qui fonctionne avec ça, mais ça fonctionnera moins avec un gruyère. C'est une bonne entrée en matière. Oui, si vous connaissez quelqu'un qui n'a jamais mangé de fromage de sa vie ou qui dit qu'il n'aime pas ça, faites-lui goûter ça. Ça marche tout le temps. Après ça, on verra ce qu'il en pense. Oui. Ben cool, puis voilà, donc c'est les 2 fromages qu'on vous propose cette semaine, mais n'hésitez pas à aller en fromagerie pour essayer des nouveaux trucs. Tu sais, ça, il y a soit un grand classique, soit un AOP, soit... ayez pas peur, en fait, d'aller voir vos fromagers puis de vous laisser... découvrir des choses. Ben oui, vous arrivez avec une idée, mais restez ouvert à ce qu'on vous propose quelque chose de différent, mais de tout aussi bon ou même d'encore meilleur. Ben oui, puis rappelez-vous que les fromagers marchands, ils ont toute une panoplie de savoirs à vous partager. Donc, ils vous disent pas des choses au hasard comme ça. C'est vraiment... Ils ont une expertise dont on se doute pas tout le temps, mais qui est quand même assez intense. Donc, si vous suggère quelque chose, n'hésitez pas à y aller. Yes. Donc, on espère qu'on a fait des belles découvertes avec vous avec cet épisode-là, que vous avez apprécié notre discussion sur le métier de fromager marchand. C'était le fun. Ah oui, j'ai bien aimé ça. Fait que, je te dis à la prochaine, Alex. Ben oui, à la prochaine, Geneviève. Puis on se rejoindra autour d'un autre fromage. J'ai hâte de voir de quoi on va discuter. Donc, merci. Merci beaucoup. Bye. Bye, Alex.